Avec nous pour évoquer cette journée mondiale contre le cancer. Bonjour Monsieur Kayat. Bonjour. On va être ensemble dans la dernière partie de l'émission, mais on va évoquer, évidemment, vous êtes oncologue, on va évoquer le cancer. Et ce qui est toujours intéressant lorsqu'on vous reçoit, c'est le progrès, parce que vous, ça fait combien de temps que vous regardez le cancer ? Ça fait 40 ans que je traite le cancer. Et peut-être que vous allez, lorsque vous disparaîtrez, peut-être qu'on pourra guérir tous les cancers. À moins que je disparaisse dans longtemps, non. Mais par contre, un jour, oui. Rien ne résiste à l'intelligence humaine, surtout quand on met les moyens, qu'on met les acteurs de la lutte contre le cancer ensemble, les énergies qui sont là, les moyens qui sont là, les engagements. Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, il y aura plus de cancer, en tout cas, plus de mortalité par cancer sur la Terre. Ceci dit, si la question c'est est-ce que je verrai la disparition des cancers dans le temps probable de ma vie, la réponse est non. Il y a beaucoup de papiers sur l'intelligence artificielle aujourd'hui précisément. Qu'est-ce qu'elle change, cette intelligence artificielle, dans la prévention ? Alors, elle est en train de tout changer. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Alors, elle change, par exemple, il y a deux professions qui vont, peut-être, je ne vais pas disparaître parce que ça va les énerver, mais qui vont se retrouver très en compétition avec l'intelligence artificielle. C'est la radiologie. Et c'est l'anapathie, c'est-à-dire le fait de regarder une biopsie ou une tumeur au microscope. Ce sont aujourd'hui déjà, sur la radiologie, la plupart des cabinets de radiologie se font aider dans le diagnostic sur les images. Quand ils font un scanner, un IRM, ils ont des images et ils se font, et la mammo, surtout la mammographie, ils se font aider par une intelligence artificielle qui leur dit « Tiens, tu l'as pas vu, mais là, sur le côté droit, il y a une petite image, tu devrais la regarder. » Donc ça, c'est un système expert qui apporte de l'expertise en plus de celle de l'être humain qui regarde les radios. Et sur l'anapathie, c'est pareil, parce que l'anapathie, c'est regarder des cellules fixées avec des colorants à travers le microscope. Et là, naturellement, il y a une interprétation par l'expérience, par les images des bouquins et tout. Et l'intelligence artificielle, elle a tout ça. Bon, ça, c'est le premier point. Demain, il est vraisemblable qu'elle fera toute seule ces deux diagnostics, le diagnostic d'imagerie et le diagnostic anatomopathologique. À part ça, elle aide à la recherche. Pourquoi ? Parce que comment on cherche un médicament anticancéreux ? On va acheter, les industries pharmaceutiques vont acheter 1 million de molécules fabriquées par un chimiste. Et ce million de molécules, ils vont le tester sur des cellules cancéreuses en culture pour voir lesquelles meurent et lesquelles ne meurent pas. Celles qui meurent avec le produit chimique qu'on a mis dessus, c'est que peut-être c'est un anticancéreux. Donc c'est ce qu'on appelle du screening à haute densité. Et on marque une pause. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Le professeur David Kayat est avec nous, il est oncologue. On est toujours avec Sabrina Medjeber, Eric Revel, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et il se trouve que c'est la journée mondiale du cancer. Et il se trouve également que vous allez sortir un livre, Les gestes qui changent tout, qui paraîtra le 1er avril aux éditions Fayard. On en parlera tout à l'heure. Mais, puisqu'on parle des cancers les plus fréquents, on va les passer un à un et dire les chances ou les pronostics et si les traitements sont aujourd'hui invalidants ou si au contraire ces traitements permettent de guérir assez rapidement. Le cancer de la prostate, 59 000 cas, c'est beaucoup. Oui, ça représente combien ? On dit que tous les hommes auront un cancer de la prostate un jour, c'est vrai ? Alors en fait, quand on fait les autopsies d'hommes morts d'accident de la route, d'infarctus, on trouve que 60% des hommes de 60 ans ont un cancer de la prostate mais qui ne s'était jamais manifesté, 80% des hommes de 80 ans. Donc on peut extrapoler et dire tout le monde finira par l'avoir. Mais entre avoir un cancer de la prostate et avoir un vrai cancer cliniquement, c'est-à-dire qu'il faut soigner, il y a un monde. Je comprends même pas, et c'est pour vous dire si je suis nul scientifiquement, le concept d'avoir un cancer qui ne se développe pas. Mais parce que la plupart des cancers de la prostate ne se développent pas. Mais ça veut dire quoi ? Par exemple, il y a un tiers des cancers que vous diagnostiquez. Donc ça, c'est pas des cancers que vous avez dans la prostate, mais personne ne le sait, même pas vous. C'est quelque chose, on a fait des biopsies, on sait que vous avez un cancer de la prostate. Un tiers de ces cancers-là, on les traite pas, on les surveille. On ne fait rien parce qu'en fait, ils vont pas se développer. Et donc, pourquoi entraîner une incontinence, une impotence fonctionnelle sexuelle, etc. Un homme qui découvre, il va découvrir comment qu'il a un cancer de la prostate ? Très généralement, soit c'est par hasard parce qu'il a fait une échographie ou un scanner pour quelque chose d'autre, soit c'est parce qu'il a fait une analyse de sang avec un PSA élevé. Le PSA, c'est quoi ? Le PSA, c'est une substance que sécrètent les cellules de prostate. Et quand il y en a beaucoup, parce qu'elles prolifèrent, ce qui est le cas du cancer, le PSA dans le sang monte. Voilà, c'est les deux circonstances. Et puis il y a le fait, des fois on fait des diagnostics parce qu'il y a des métastases. Bon, il y a plusieurs grades, j'imagine, dans le cancer de la prostate. Alors, comme toujours, on dit grade 1, il y a toujours 4 grades. Dans tous les cancers, il y a des stades
4, en l'occurrence généralement. C'est le pire, Et les celui-là. grades. Les grades, c'est à quel point le cancer est agressif. Alors le stade 4 du cancer de la prostate, c'est quand il y a des métastases. Mais la plupart des cancers de la prostate en Europe et en France notamment, on les découvre avant d'être au stade 4. On les découvre à stade 2, éventuellement... 2. Et alors, dans ces cas-là, le traitement Le traitement, parce que en fait, c'est un cancer très fréquent. Hein. Vous avez à peu près 60 000 prostates, 60 000 poumons, 60 000 seins. Hein. Et la prostate, en fait... comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de morts, mais en fait, la mortalité rapportée au nombre de cas, c'est pas un cancer très grave. Hein. La plupart des malades atteints de cancer de prostate vont guérir. Il faut qu'ils le sachent. C'est-à-dire 80%? Oui, facilement 80%. Ils vont guérir. Et ceux qui ont des métastases, donc ils ne guérissent pas, quand j'étais jeune cancérologue, il y a 40 ans, ils tenaient 1 an. Aujourd'hui, ils tiennent 15, 20 ans. Pourquoi vous dites... Regardez Mitterrand. Oui, au moment de son diagnostic, c'était un stade 4, il a vécu 14 ans avec. Avec métastase, on ne guérit pas. Alors, pour la prostate, on ne guérit pas. Mais il y a des cancers où, avec des métastases, on guérit. Grâce, vous avez signalé tout à l'heure, l'immunothérapie. C'est le cas de certains cancers du poumon. Alors, quelles sont les conséquences pour celui qui a un cancer de la prostate? Est-ce que, notamment, il a une sexualité qui change? Avec la chirurgie par robot, avec la radiothérapie, il y a très peu d'effets secondaires. Le seul qui persiste aujourd'hui, vraiment dans l'immense majorité des cas, c'est l'impotence sexuelle. Ah, c'est invalidant. Ça change la vie, surtout pour les hommes. Alors, il existe des techniques pour continuer d'avoir des rapports sexuels, même quand les nerfs qui contrôlent l'érection ont été touchés pendant la chirurgie. Ça va du Viagra, des comprimés, à des pommades qu'on se met sur le pénis, à des injections qu'on se fait dans le pénis, et puis à la fin, si c'est vraiment vital, vous mettez une prothèse. Une prothèse? Oui, et vous appuyez sur le testicule droit, ça gonfle, le testicule gauche, ça dégonfle. Ah, ça, je ne savais pas que... Ah oui, alors vous l'apprenez, là. Oui, oui, et puis vous paraissez intéressé. Non, mais... genre, ça gonfle, ça dégonfle. Bon, voilà, ça, c'est pour le cancer de la prostate, si je veux dire. Cancer du poumon. Passons au cancer du poumon. Est-ce qu'il touche indifféremment hommes et femmes? Alors, il touche plus les hommes que les femmes, mais on assiste en ce moment, depuis 5-7 ans, à une augmentation très importante du nombre de cancers. Alors que le nombre de cancers du poumon chez l'homme baisse, le nombre de cancers du poumon chez la femme augmente. Bon, est-ce qu'il est plus grave que le cancer de la prostate? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un cancer? Oui. Vous êtes à 80%, voire plus de guérison du cancer de prostate. Vous êtes à 25, 30, 40% maximum selon les types de cancer du poumon. Et là, on le découvre à quel stade généralement? Alors, si vous avez de la chance, avant le stade 3, et si vous n'avez pas de chance, qui est quand même une grande partie des cas, au stade 3-4. C'est-à-dire qu'il y a une grosse tumeur au milieu du thorax et puis il y a même des métastases. Mais alors pourquoi on ça ne découvre pas avant? Comment on pourrait le découvrir avant? Si tout le monde faisait un PET scan. Alors, il y a en ce moment, dans plusieurs pays, dont la France, des essais de dépistage par scanner faible dose, parce qu'elle ne veut pas irradier les gens quand même. Hein. Donc maintenant, il y a des scanners qui font très peu d'irradiation et qui, en une fraction de seconde, regardent les poumons. Et ça, aujourd'hui, il y a des essais, on le fait, dans beaucoup au Canada, aux États-Unis et en France aussi maintenant. Tous les gens qui ont fumé au moins un paquet par jour pendant au moins 20 ans et qui ont plus de 50 ans, on leur propose de participer au dépistage. Et c'est vrai que les cancers du poumon détectés au moment du dépistage, c'est 99% de guérison. Et quand vous faites par tirage au sort, moitié font le scanner faible dose, moitié font juste une radio ou rien, attendent les symptômes, là vous êtes à 20% de guérison, l'autre vous êtes à 98% de guérison. Bon, cancer du poumon. Alors, là, c'est l'immunothérapie. Les symptômes, on tousse, on est fatigué. On est fatigué, on tousse, on crache un peu de sang. Bon, mais c'est surtout une toux qui persiste, surtout sur des terrains de fumeurs, par exemple, bien évidemment, ou qui vivent dans la pollution. C'est la toux, c'est le crachat sanglant, c'est des douleurs dans le thorax, voire au stade de métastase, des douleurs ailleurs, dans les os, etc. Et là, c'est le scanner et le PET scan qui sont les maîtres examens qui permettent tout de suite le diagnostic. On fait ensuite un prélèvement qu'on peut faire soit par fibroscopie en passant par la bouche, soit en mettant une aiguille guidée par scanner pour aller dans la tumeur à travers le thorax. On prélève un petit bout, on analyse. Et aujourd'hui, depuis 7, 8, 10 ans, la chose fantastique, hein, moi c'est une révolution, hein, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, dans les cancers du poumon, ça a une efficacité, mais incroyable. Il y a des chanteurs très célèbres qui en parlent. Vous pouvez rappeler ce que c'est que l'immunothérapie? L'immunothérapie, c'est... Florent Pagny, pour ne pas le citer. Je n'ai pas le droit, mais bon, je vous laisse le faire. Et donc, vous avez... Mais il le dit, hein, lui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez... l'immunothérapie, ce sont des substances qu'on vous injecte. Enfin, pour faire simple,
Depuis qu'on fait de la cancérologie, depuis les années 70, quand on regarde un morceau de cancer au microscope, on voit qu'autour, il y a des globules blancs. Et les globules blancs, vous savez, ils sont là pour nous défendre contre tout ce qui nous fait du mal, les virus, les bactéries, mais les cellules cancéreuses aussi. Sauf que quand on les regarde, elles dorment. Autour du cancer, les globules blancs dorment. Et on a compris, il y a 10 ans, que, en fait, quand une tumeur, une cellule cancéreuse voit arriver sur elle un globule blanc qui va la tuer, elle lui crache un somnifère sur la figure et le globule blanc, il s'endort. C'est pour ça qu'il dorment. Oui. Et ben, on a fabriqué l'antisomnifère et on l'injecte au malade. Et donc, la tumeur, elle est là. C'est une sorte de globule blanc. C'est un activateur de globules blancs. Et maintenant, il y a même une immunothérapie encore plus... Alors, celle-là, elle marche. Et pourquoi dans ça marche beaucoup pas de sur tout cancers. le monde? Alors, parce qu'il faut que ce soit des tumeurs qui aient tendance à utiliser cette technique de mise à l'abri. Cancer du poumon, alors évidemment, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est comment on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer. Ça, c'est une vie entière, et c'est là où, moi je sors ce livre, notamment qui va parler beaucoup de l'intelligence artificielle, c'est là où je pense que l'intelligence artificielle pourra difficilement remplacer un médecin. Parce qu'il n'y a pas que de la technique dans la médecine, il y a une forme d'humanisme. Les gens viennent vous confier leur vie, vous la prenez en charge. C'est très dur pour le médecin. Mais par exemple, j'entendais Véronica Loubry cette semaine, elle était à l'émission Quelle époque, et puis elle parlait de son dramatique, évidemment, ce qui lui est arrivé, qui est dramatique, puisque son compagnon est mort. Il avait découvert qu'il avait un cancer du pancréas, et on lui a dit qu'il en avait pour 3 mois. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis, vous avez dit, vous, à un patient, jour, vous en avez pour 3 mois ? Non, jamais. Vous savez, il y a un truc que je raconte dans un de mes livres, c'est que quand j'étais jeune, je me disais quand même que moi, j'étais un cancérologue moderne par rapport à mes maîtres et tout, et que j'allais dire la vérité. Et puis j'ai compris qu'en fait, les malades, ils veulent pas vraiment savoir toute la vérité. Ils veulent une part de vérité, il faut les respecter, mais pas tout. Et je me rappelle avoir compris un jour, vous savez, quand les gens vont voir un professeur, ils s'habillent, ils pensent, ils préparent les questions et tout, c'est pas juste comme ça. Et donc, je me suis rendu compte que les malades en face de moi, après que je les ai examinés et tout, me disaient monsieur le professeur, est-ce que ça se guérit ? Et surtout, il ne fallait pas répondre. Et 2 minutes après, excusez-moi monsieur, vous pouvez répéter votre question ? Et là, j'ai jamais, en 40 ans d'exercice, entendu un malade me répéter la même question. Parce qu'en fait, il est mort de trouille que je lui dise ça ne se guérit pas. Donc, il change et il dit, est-ce que ça se soigne ? Et là, bien sûr, je vais vous soigner, donc vous inquiétez pas. Mais il faut respecter le malade. C'est un être humain qui a peur, qui ne sait pas. Il rentre dans un monde auquel il n'a pas été préparé. Il va devoir subir des épreuves considérables, sans certitude de succès à la fin, peut-être pour rien. Sa famille les destins vont être brisés autour de lui. Enfin, c'est terrible ce qui se passe avec le cancer. Hein. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer 40 ans de voir ces visages de gens qui s'effondrent, qui pleurent, la mère qui pleure, tout le monde, enfin... Donc il faut de l'humanité. Vous êtes surpris parfois, parce que vous soignez des amis. Beaucoup, oui, maintenant. Est-ce que vous êtes surpris de leur réaction ? Ou est-ce que, par exemple, vous nous voyez tous là, vous nous connaissez, etc. Oui. Est-ce que vous êtes capable de dire comment les uns et les autres, on réagirait si on avait un cancer ? David... Est-ce que vous avez une intuition, vous dites tiens, celui-là, celui-là il s'effondrera, ou celui-là au contraire il se battra? Je vais vous dire, je pense qu'encore aujourd'hui et pour un certain temps, l'intuition restera quelque chose de déterminant dans la pratique de la cancérologie. Ce que l'intelligence artificielle arrive, elle vous dira quel est le meilleur traitement, mais elle n'a pas l'intuition de dire qu'elle va être encore le meilleur de demain. Ce qu'elle vous dit le meilleur, c'est celui d'hier, puisqu'il est déjà déterminé comme le meilleur. C'est qu'il a été fait hier. Bien sûr. Bon. Mais celui de demain qu'il invente, c'est celui qui soigne. Donc lui, il a l'intuition de ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Et il a aussi l'intuition de comment le malade va réagir. Et moi, j'ai vu des choses terribles dans ma vie. Ce vieux monsieur, accompagné de ses 2 filles, chaque fois que je posais une question, c'est les filles qui répondaient. Le type, il n'osait pas dire un mot. Et puis après, j'ai pris le type dans la cabine, je l'ai examiné, il s'est effondré, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit surtout, ne dites pas à mes filles que j'ai pleuré parce que je sais ce que j'ai. Et quand je suis sorti, les filles ont dit surtout, ne dites pas qu'on a entendu mon père pleurer parce qu'on sait qu'il le sait. Et on a fait semblant pendant toute la consultation que personne ne savait rien. On va marquer une pause et puis on parlera justement de la part du moral, parce que moi j'avais été très frappé quand même par Bernard Tapie, qui était un combattant XXL, et malgré le combat, eh bien la maladie à un moment elle est plus forte, et c'est ça qui me fait peur dans cette maladie, c'est que t'as beau dire je vais me battre, je suis un combattant, etc. Non, ça suffit pas. Si vous vous battez pas, vous avez aucune chance. Oui. Mais c'est pas parce que vous allez vous battre que vous allez guérir.
Il est 17h45 et on touche du bois. Alors, il y a des gens qui ont horreur qu'on parle de ça, Ah, moi, oui. de ces sujets-là. Et moi, j'ai connu, voilà, Puis il y a des gens qui aiment en parler, ce qui est mon cas. Moi, j'aime beaucoup recevoir le professeur Kayat, mais il y a des journalistes et même sans doute des gens qui nous écoutent, qui ne nous écoutent plus, précisément depuis 10 minutes. Ils disent, non, je veux pas entendre ça. C'est assez intéressant. Pourtant, il y a plein d'espoir. Hein. Mais bien sûr, bien Le sûr. message bien a sûr. changé aujourd'hui. Il est 17h46, à tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Il est 17h50, on est avec le professeur Kayat, oncologue, et qui va publier le 1er avril Les gestes qui changent tout. Et je voulais qu'on termine avec le 3e cancer qui est le plus fréquent, cancer colorectal. Et d'une certaine manière, c'est le plus facile à éviter, celui-là. Eh ben puisque si il y a... Du sang dans les selles. oui, et puis une prévention, comment on appelle Non, ça, du une coloscopie, dépistage. Du dépistage, voilà. Dépistage. Bon, ça, faut que tout le monde le fasse. Ouais, c'est- et c'est une fois tous les 2 ans ou une fois tous les ans? Alors en fait, j'ai mis en place le dépistage du cancer du côlon quand j'ai créé l'Institut national du cancer, avec l'idée qu'on fasse régulièrement après 50 ans un test qui permet de voir s'il y a du sang dans les selles, et si le test est positif, on fait une coloscopie. Tout ça, c'est relativement facile, Oui. c'est peu dangereux, et ça permet de trouver ce qui est... Mais le test, c'est important. Moi, je C'est suis pas gratuit. passé par le test, Oui, par exemple. non, Je suis allé non, directement, mais- on me dit le test, Oui, mais bon... si on veut voir 66 millions de Français, il vaut mieux faire un petit test avant qui coûte moins d'€1 qu'une D'accord, coloscopie qui va c'est coûter ça. quand même beaucoup d'argent. Et puis, il y a l'anesthésie, il y a un risque, tout ça. Donc, on essaye de trier les malades. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que le cancer du côlon, il est dans l'immense majorité des cas précédé par une tumeur bénigne qu'on appelle un polype. D'enlever le polype, ça évite d'avoir le cancer. Donc, c'est pour ça qu'on veut trouver la maladie avant qu'elle ne soit un vrai cancer, tant qu'elle est encore au stade de polype. Mais ce système que le monde entier a reproduit après qu'on l'ait mis en place en France est en train ne tient plus la route. Pourquoi? Parce que pour une raison qu'on ignore un peu, il y a un rajeunissement de l'âge des cancers du côlon dans le monde occidental, mais phénoménal, au point que le cancer du côlon, qui jusqu'à il y a 5 ans était la 7e cause de mortalité par cancer chez les moins de 50 ans, est devenu la première cause de mortalité par cancer chez les moins de 50 ans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est de plus en plus des gens de 30, 40 ans, 45 ans qui ont ça? Alors, on évoque l'hypothèse, parce qu'on sait que c'est cancérigène, d'une consommation beaucoup plus tôt dans la vie des produits ultra transformés. Si vous voulez, nous sommes à peu près de la même génération, on a commencé à manger des trucs pas bons à la fac. Mais à l'école, au lycée, on rentrait à la maison, on allait à la cantine, ils faisaient des bons plats. Petite galette Saint-Michel. Non, il C'est n'y ce a que pas j'ai dit beaucoup de... tout à l'heure, on en a parlé. Oui, mais c'était bon. Mais bien sûr, Oui, c'était bon, il c'était voulait du pas en beurre, de la manger. farine et Mais tout. bien sûr. Mais maintenant, vous avez... Alors, Les les chips. Et vous savez que c'est tellement démontré que aujourd'hui, l'État de Californie a fait une class action contre les grands fabricants agroalimentaires, Mars, etc., parce qu'ils sont responsables non seulement de l'obésité, mais aussi du développement Bon, des cancers. Dernière chose, le moral. Alors ça, le moral, quel est, quand je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez une intuition sur comment un malade va-t-il réagir et puis comment il va s'en sortir? Quelle est, on ne le saura sans doute jamais, la part du moral sur la réussite d'un cancer? Alors, elle n'est pas suffisante pour guérir, mais elle est fondamentale si vous voulez pouvoir vous battre. Si vous partez perdant, justement avec pas de morale, le cancérologue en face de vous, il va baisser un peu l'intensité du traitement parce qu'il va se dire « celui-là ne tiendra pas le coup ». Ça a été montré. Ensuite, une fois qu'il donne le traitement, si vous n'avez pas le moral, vous allez lâcher. Mais contrairement à ce que vous suggérez dans la question, ça ne dépend pas uniquement de la personnalité du malade. Ça dépend énormément de la relation médecin-malade. Parce qu'en fait, le médecin porte, au sens propre pratiquement, porte le malade pendant tout le combat. Il est là, il répond, il rassure, il explique, il va avec lui, il lui tient la main dans le combat. Et c'est comme un soldat qui part à la guerre, si son chef est bon, il ira se battre. Si son chef est pas bon, il est mort de trouille et ça va pas bien se passer. Donc l'analogie est quand même pas complètement fausse. Bah écoutez, merci d'être passé par notre studio. Et puis, je rappelle que les gestes qui changent tout, longtemps perçus comme une fatalité, le cancer entre dans une nouvelle ère. Vous détaillez des gestes simples mais décisifs qui peuvent infléchir les trajectoires de la maladie, ni alarmistes, ni moralisateurs. Alors, par Jamais. exemple, dans les gestes qui Eh ben, changent le dépistage. tout. Participer au dépistage. Moi, je l'ai fait Alors- récemment.
C'est gratuit. C'est gratuit, on c'est met une remboursé, enveloppe, voilà. Alors pour le colorectal, mais est-ce Le qu'on peut sein. dépister Le sein, et il n'y a pas beaucoup de femmes, on n'arrive pas à avoir 70% de participation, on est à 55%. Le côlon, le col de l'utérus avec le frottis, le mélanome avec les dermatologues qui reçoivent les malades une fois par an, et puis maintenant le dépistage du cancer du poumon avec ce scanner faible dose qu'on propose aux fumeurs. Eh ben, vous viendrez le 1er avril pour parler de ce livre. Merci vraiment, professeur Caillé.